Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici à New Jersey dans le cadre de la conférence qu'animera M. Alain Toussaint. Comme on le sait tous, M. Alain Toussaint vit à Paris et il est de passage aux États-Unis. Il a déposé ses bagages aujourd'hui à New Jersey pour une conférence et le thème de sa conférence c'est la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire, voilà la crise post-électorale sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous allons l'écouter, nous allons savoir quelles sont les analyses qu'il fait aujourd'hui de la situation en Côte d'Ivoire et puis pourquoi pas, après cette conférence, certainement que nous allons lui arracher quelques mots. Suivez-nous, Jean-Marc Kwasi et à tout à l'heure. Je vous remercie. Chers amis, chers compatriotes, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous voici donc dans le New Jersey, dernière étape de notre tournée nord-américaine qui nous a conduits dans une dizaine de cités pour parler de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, de l'Afrique et des Africains. C'est avec une certaine émotion que je m'adresse à vous, car depuis le 11 avril, vous le savez, nos cœurs sont en peine depuis l'enlèvement du président Gbagbo par l'armée française. Nos cœurs sont donc meurtris, profondément meurtris, mais non abattus. Le président Gbagbo lui-même disait à ses amis, à ses combattants, à ses proches, que s'il tombait, de ne pas hésiter à enjamber son corps pour poursuivre le combat. Donc nous tenons bon pour la liberté du président Gbagbo, mais également pour notre liberté. C'est d'ailleurs pour cela que depuis plusieurs semaines, en Europe et principalement à Paris, des milliers d'Africains, de patriotes, de panafricanistes et d'anticolonialistes marchent dans les rues de la capitale française pour réclamer à M. Sarkozy la libération du président Gbagbo, des marches qui font penser aux manifestations anti-apartheid du temps de l'incarcération de Nelson Mandela, dont la libération était réclamée au régime fasciste et raciste de Peter Botha. D'ailleurs, dans cette perspective, nous préparons pour la mi-octobre 2011 une grande manifestation qui devrait réunir à Paris près de 100 000 manifestants qui viendront dans la capitale française demander que la souveraineté et la dignité de l'Afrique et des peuples africains soient respectées. Chers amis, chers compatriotes, le kidnapping du président Laurent Gbagbo par la France relance la question de l'autonomie de nos pays et de la tutelle outrancière exercée par l'ex-puissance coloniale sur ses anciennes possessions d'Afrique. Le président Gbagbo, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter, est bel et bien victime de la France-Afrique. Comme Bismarck, qui voulaient s'approprier l'Europe au profit de l'Allemagne, les Européens ont planté le drapeau de leurs pays respectifs dans les terres africaines, déclarant par ce geste que ces territoires étaient leur propriété. L'exemple du roi de Belgique, Léopold II, qui déclarait que le territoire congolais était sa propriété privée, illustre bien ce que je viens de dire. De l'Afrique du Sud avec les Boers, Hollandais, au Congo avec les Belges, de l'Éthiopie avec les Italiens, à la Côte d'Ivoire avec les Français. Pour ne citer que ces exemples-là, les Européens ont pillé l'Afrique et ont tout emporté chez eux. Le partage du continent africain par les Blancs remonte au XVIIIe siècle. Des exemples, il y en a à profusion et les Africains n'en ont rien tiré.
Les Européens ont colonisé sans développer notre continent. Ils l'ont exploité, pillé, dépecé pour aller développer, moderniser leurs pays respectifs. Et les exemples sont patents. Celui de la France en est un petit pays en Europe qui a des airs d'écran grâce à ses anciennes colonies. Pour la grande majorité des Africains et des gens de l'extérieur qui connaissent un tant soit peu l'histoire de l'Afrique, le président Laurent Gbagbo est déjà un héros parce qu'il a tenu tête aux colons français, tout comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et Steve Biko l'ont fait avant lui. Partout en Afrique, surtout dans la partie francophone de notre continent, il faut installer des présidents fantoches, dociles, prêts à accepter les 4 volontés du colonisateur français, autrement il devient un terroriste, un dictateur, et quelques années plus tôt, on l'aurait qualifié de communiste. Telle est la situation à laquelle s'était trouvé confronté le président Laurent Gbagbo, élu par le peuple souverain de Côte d'Ivoire en octobre 2000. Vous le savez, la même année, il s'est produit un événement important aux États-Unis à l'issue d'une élection présidentielle. Un contentieux a opposé 2 candidats et le différend, tout le monde s'en souvient, a été traité devant la Cour suprême des États-Unis qui a donné une décision irréprochable et indiscutable. Pour nous, le président Gbagbo, qui s'est toujours posé en défenseur de la démocratie et de la dignité africaine, je le disais tout à l'heure, est entré dans l'histoire. Pour bon nombre d'Africains qui marchent donc à nos côtés ou qui viennent aux nombreuses réunions que nous organisons ici et là, à Washington, Londres, Bruxelles, Genève, Montréal, Douala et dans le New Jersey aujourd'hui, et d'autres villes encore, Gbagbo est devenu le nouveau Béhanzin des temps modernes. C'est un Africain authentique, un combattant de la souveraineté et de l'indépendance des pays africains. Chers amis, comme vous le savez, les temps sont difficiles, extrêmement difficiles. Une dictature qui ne dit pas son nom et qui rappelle le Chili d'après Allende est en place à Abidjan, avec son double langage et toute sa brutalité. À l'heure où je vous parle, beaucoup de nos compatriotes sont encore pourchassés, humiliés, arrêtés, séquestrés, torturés, assassinés chaque jour. Oui, chaque jour, des Ivoiriens sont massacrés. Certains villages de l'ouest et du sud du pays ont été rasés et des fosses communes pullulent partout dans le pays. La vie, notre vie, votre vie ne représente manifestement aucune valeur aux yeux du pouvoir tyrannique installé par la force des armes françaises dans notre pays. Ce pouvoir tue chaque jour tout en parlant de réconciliation. Ce pouvoir pratique chaque jour le droit de conquête tout en parlant de justice. Ce pouvoir parle de démocratie tout en pratiquant le fascisme au quotidien. Ce pouvoir dit tout simplement une chose et fait exactement son contraire. Et cela au vu et au su des Nations Unies et des organisations humanitaires internationales qui regardent et se taisent. La France voudrait nous faire payer notre volonté d'indépendance, qu'elle ne s'y prendrait pas autrement. La vérité est que le pouvoir établi par Nicolas Sarkozy est étranger à toute pratique démocratique. La vérité est que dans sa conception, dans son entendement, la démocratie, c'est la terreur,
les séquestrations, les tueries, les ségrégations, le viol, le vol, la loi de l'arbitraire. La vérité est que ce pouvoir n'est pas le pouvoir des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. La vérité est qu'on veut infliger aux Ivoiriens ce qui fut fait aux Camerounais dans les années 60 par la même France déjà. Chers amis et chers compatriotes, devant cette adversité, nous sommes assaillis en permanence par les mêmes questions. Que faire? Comment faire face à cette nouvelle réalité? Quelles priorités immédiates? Quels mots d'ordre? Quelle stratégie pour le court et le long terme? Bien sûr, l'esprit de résistance est là, fort et indestructible, mais il faut l'alimenter et l'éclairer par un discours politique. Et certains de nos leaders sont malheureusement murés dans le silence et d'autres perdus dans des querelles de positionnement. Leurs voix nous font défaut. Et c'est en cela que je me réjouis de la dernière adresse publique du ministre Charles Blé Goudé, j'allais même dire de sa double annonce publique, qui nous a apporté en début de semaine une nouvelle preuve de vie à travers une lettre aux Ivoiriens et un message audio diffusé par les médias. Et demain, il publie dans Jeune Afrique une interview qui est claire sur son état d'esprit. Oui, chers compatriotes, le leader de la galaxie patriotique est bel et bien vivant. Avec lui, avec vous, nous allons poursuivre le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Et je peux d'ores et déjà vous dire que notre lutte se situe désormais à un autre stade. Il est clairement établi que la France et des pays de la sous-région ouest-africaine ont décidé d'arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Or pour nous, la Côte d'Ivoire doit revenir à ses enfants. Nous n'accepterons pas que la terre de nos ancêtres soit léguée à des puissances étrangères et à des mercenaires sans foi ni loi, tout juste intéressés par l'exploitation de ses richesses et de son sous-sol. Comme jadis nos vaillants aînés, je vous demande de nous rejoindre pour mener le combat contre le néocolonialisme français, le combat final pour la libération effective de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Et je suis de ceux qui, à raison, estiment que nous allons gagner ce combat, car on ne perd que le combat qu'on lâche, et nous ne lâcherons pas ce combat. Chers amis, chères sœurs, chers frères, il me semble également urgent de porter sur le front diplomatique et médiatique notre combat. L'opinion africaine, vous l'avez constaté, nous est largement favorable en majorité. Et certains des leaders africains commencent à hausser le ton. Cette flamme de sympathie doit être entretenue par une diplomatie active mais discrète. Nous devons également continuer à occuper le champ médiatique afin de déconstruire tous les mensonges érigés en vérité par nos ennemis. Notre pays a été attaqué, agressé, bombardé, mis à feu, à sang et à larmes par des forces coalisées venues d'ailleurs. Nous avons été outragés, massacrés, comme jamais nous le fûmes dans notre histoire. Comme si on voulait, je le répète, nous faire payer à coups de bombe notre forte volonté d'affirmation et d'émancipation. À l'endroit du président Gbagbo, nous dirions le message suivant. Monsieur le Président, nous ne vous lâcherons pas, car vous êtes celui qui nous a fait voir l'éclat de notre dignité et la possibilité de notre liberté.
Nous nous battrons jusqu'au bout pour cette liberté, pour votre liberté. Car nous ne serons de nouveau libres que le jour où vous, président Gbagbo, retrouverez la liberté. Cette liberté signifie pour nous que la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien auront définitivement tourné la page du néocolonialisme français, d'une manière ou d'une autre. Car, comme l'a dit le président Gbagbo dans un récent message, l'intervention massive de l'armée française dans notre pays, qui rappelle les premières heures de la colonisation, soulève des problèmes politiques de fond qui nécessitent un débat franc et constructif avec la France. Je dirais que le départ des troupes françaises de notre pays doit toutefois demeurer la première condition d'un éventuel dialogue avec le gouvernement français. Chers amis, je vous demande de penser aux générations futures, et je vois beaucoup d'enfants dans cette salle, en acceptant de répondre à cet appel de la liberté. Il n'y a aucun complexe à devenir des hommes et des femmes libres, après 5 siècles d'esclavage et un siècle de colonisation. 50 ans après une parodie d'indépendance octroyée par la France, un peu plus de 20 ans après la chute du mur de Berlin qui a sonné le réveil démocratique sur notre continent, nul ne viendra libérer la Côte d'Ivoire et l'Afrique à la place des Ivoiriens et des Africains eux-mêmes. Et je voulais en profiter pour lancer un appel à l'union, un appel à l'unité. Il y a trop de courants discordants dans nos rangs, trop de mésententes entre les mouvements politiques qui forment la majorité présidentielle, disons l'ancienne majorité présidentielle, puisque les élections sont terminées. Donc logiquement, on devrait plus parler de LMP, chacun retournant dans son parti, dans son mouvement pour poursuivre le combat. Maintenant, on peut toujours débaptiser la majorité présidentielle en parlant de la mouvance patriotique ou bien de la mouvance pour le peuple ou de la mouvance populaire, etc. Toujours est-il qu'il y a trop de divisions et cela nous affaiblit face à des ennemis qui sont très organisés et méthodiques. Nous nous perdons, je l'ai dit tout à l'heure, dans des batailles de leadership. Qui va parler au nom du FPI, au nom de Gbagbo, au nom de Simone, au nom d'Afi, etc. Je pense que le plus important est que chacun se sente investi d'une mission de porte-voix pour chaque Ivoirien qui aujourd'hui n'a pas droit à la parole. Et je voudrais parler de mon cas personnel. Je suis ici en tant que Toussaint Alain, Ivoirien. Depuis août 2001, je suis collaborateur du président Gbagbo. Je me sens dès lors dans la capacité de défendre et les idéaux du président et les intérêts de notre pays et les Ivoiriens. Je ne suis pas engagé dans une quelconque guerre de positionnement. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la libération de notre pays et la libération du président Gbagbo. Je le dis parce que, comme on dit vulgairement à Abidjan, ce n'est pas lorsque c'est gâté qu'on montre sa tête. Depuis 10 ans, j'ai été constant dans mon travail aux côtés du président Gbagbo. Et je suis dans une cohérence. Mon engagement, c'est celui-là. C'est la fidélité, c'est un réflexe naturel. Quand tout autour, certains commencent à gagner le large, quand le bateau est en train de couler. Donc, il faut que nous nous comprenions pour ne pas qu'il y ait de malentendus. C'est une démarche honnête que nous avons engagée, mon ami et frère Balié et moi, avec nos moyens personnels. Nous avons pris sur nous d'être les porte-voix de ceux qui sont massacrés dans notre pays. Lorsque je reçois des dizaines de messages par semaine ou par jour, très souvent, des personnes qui me lancent des interpellations. Tout à l'heure, j'ai vu un message d'une personne qui me parlait de massacre, je crois, à Soubré. Bon, vous voyez, c'est à moi qu'on écrit. Et je me sens donc investi d'une mission naturelle de défendre ces populations qui sont en péril. Donc, ne voyez pas dans notre démarche
une action qui vise à devenir les héritiers de je ne sais quel régime ou de je ne sais quel système. Cela ne m'intéresse pas. Chers amis, je disais tout à l'heure de penser aux générations futures et je vous lançais un appel à l'unité. Et je voulais ajouter que nous ne devons plus accepter de jouir des libertés fictives ou illusoires. Soyons enfin maîtres de notre destin. Ayons à l'esprit l'œuvre de nos illustres dévanciers, l'œuvre des pères fondateurs de la conscience noire. Je voudrais citer, je l'aurais dit, Toussaint Louverture, Samori Touré, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Martin Luther King, Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Fulbert Yulu, Sékou Touré, Robert Mugabe, très malheureusement négativement dépeint par les médias occidentaux, Idi Amin Dada également, qui ont défendu les intérêts des peuples africains et qui naturellement deviennent les ennemis de l'Occident et des médias occidentaux. Toutes ces personnes, toutes ces personnalités, comme Laurent Gbagbo, nous ont montré la voie. Ces différentes personnalités politiques ont connu des fortunes diverses. Les unes ont connu la mort, les autres la détention, comme Modibo Keïta, que j'ajoute à ma liste, qui a été, comme le président Gbagbo, arrêté par les Français et jeté en prison. Comme Toussaint Louverture, qui a été enlevé de son Haïti natal et déporté dans l'est de la France, au château de Joux, où il a vécu longtemps et il est mort ensuite. Et donc, le parcours est identique à celui d'un certain nombre de nos leaders. Et les événements du 11 avril sont des événements historiques car à travers son enlèvement, le président Gbagbo nous passe le relais. Je considère que pendant 40 ans, dont 30 ans dans l'opposition et 10 au pouvoir, le président Gbagbo a tracé les sillons qui conduisent vers la libération totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et il nous passe le flambeau à travers ces événements. Aujourd'hui, il est emprisonné à Korogo, comme il aurait pu l'être à la prison des Baumettes en France ou à Fréjus, mais simplement, sans doute par courtoisie ou par pudeur, j'allais dire, M. Sarkozy n'a pas osé déporter le président Gbagbo dans une prison française. Il y a 50 ans, en 1961, le 15 ou 16 janvier 61, quand était assassiné Patrice Lumumba, le monde était dans l'ignorance de son assassinat. C'est seulement 6 mois après que la nouvelle a fait le tour du monde. Le 11 avril, vers 12h GMT, lorsque les soldats français pénètrent dans le bunker du président pour se saisir de lui, je suis aussitôt informé de l'arrivée des Français dans le bureau du président. Aussitôt, j'alerte les médias et sans doute que cela lui a sauvé la vie puisque le projet de M. Sarkozy est d'assassiner le président Gbagbo. Donc, Gbagbo est rentré dans l'histoire par la grande porte. Beaucoup ont fait des interprétations diverses des événements qui ont précédé son renversement. Il ne s'accrochait pas au pouvoir, il demandait simplement que les principes de l'état de droit soient respectés en Côte d'Ivoire et que nos institutions soient respectées. Cela était aussi simple à comprendre. Il ne s'accrochait pas au pouvoir, il voulait expliquer, faire comprendre à M. Sarkozy et aux opinions internationales que même dans des pays comme la Côte d'Ivoire, les grandes puissances ont l'obligation de se plier aux décisions suprêmes qui sont prises par nos institutions, notamment les hautes juridictions telles que le Conseil constitutionnel. Face à cette violence extrême, qui est une façon pour la France de nous dénier le droit d'exister, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous dresser comme une seule femme, comme un seul homme, pour dire non à la France. Et aujourd'hui, notre combat, je l'ai redit déjà dans mon propos, se recentre
il faut que le colonisateur français quitte la Côte d'Ivoire. À Abidjan, dans nos villages, ce sont les militaires français, les soldats français, les gendarmes français qui patrouillent, qui régulent même la circulation, comme s'il n'y avait pas déjà assez de travail à faire en France. Et depuis le 11 avril, nous considérons que la Côte d'Ivoire est devenue le 102e département français et le 6e situé outre-mer. Alors je pourrais, sous forme de boutade, finalement demander peut-être que le peuple ivoirien soit consulté. Si la paix est à ce prix, peut-être devrions-nous accepter d'être intégrés à la République française. Nous aurions peut-être des universités, des routes, des écoles, des hôpitaux et surtout la paix. Une paix royale, car la France ne viendrait plus piller son propre sol. Aujourd'hui, son armée s'est transformée en une armée d'occupation et une armée de, je vais être méchant, de voleurs. C'est une guerre de prédation. Nos ressources sont volées, le café, le cacao, exportés vers la France en toute illégalité. Et le symbole d'ailleurs est fort. Lorsque le préfet Ouattara s'installe au pouvoir, la première mesure qu'il prend, c'est de réduire le prix d'achat du kilo de cacao, qui passe d'environ 1000 francs CFA à moins de 250 francs CFA. Juste pour faire plaisir aux chocolatiers américains, français et autres lobbies qui l'ont installé au pouvoir. Autre acte symbolique d'un pays qui n'appartient plus à ses enfants et qui revient aux mauvaises habitudes du passé. En quelques jours, au mois d'avril, M. Ouattara a emprunté l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire environ 800 millions de francs CFA, à la France, au FMI et à d'autres créanciers pour, dit-on, faire face à des besoins de souveraineté, c'est-à-dire payer les salaires. Or, pendant 10 ans, le président Gbagbo n'a pas eu recours à des concours financiers externes pour les besoins de l'État. Donc, de graves menaces pèsent sur notre pays, dont les richesses commencent déjà à être distribuées ça et là aux amis de M. Ouattara qui, en définitive, lui concède 800 milliards de dettes de guerre. Car pour faire la guerre, ses amis ont dû lui avancer de l'argent, beaucoup d'argent, et c'est ce que M. Ouattara essaie de rembourser sous le couvert de prêts contractés par l'État de Côte d'Ivoire. Les défis sont donc nombreux, d'ordre politique, d'ordre sécuritaire, d'ordre économique, et c'est ensemble que nous devons relever ces défis, remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin de la démocratie, d'où l'a enlevé la France, qui a conduit notre pays en dictature sous M. Ouattara. Et je voudrais, avec votre appui, que nous puissions mener ensemble ce combat. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour des questions. Merci. Je le dis à Jésus, j'aimerais remercier mes frères qui ont fait l'effort de venir nous informer. Et ma question, c'est vrai qu'on parle du président Gbagbo, mais mon inquiétude aussi, c'est son épouse. J'aimerais savoir si vous avez des nouvelles de la première dame et comment elle se porte et quels sont les projets qu'ils ont pour elle. Merci. La question du président Gbagbo, c'est un peu inclusif. Voilà, c'est pour faire court. Mais évidemment, la première dame mérite d'être mentionnée, tout comme les autres personnalités qui sont détenues par Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. La première dame a reçu vendredi dernier la visite de ses avocats à Odiéné. Voilà, elle a reçu la visite de ses avocats. Le procureur de la République était également présent
il a tenté une audition, mais cela n'a pas pu être possible puisque la Première Dame a invoqué son immunité parlementaire en tant que députée à l'Assemblée nationale. Donc, la rencontre avec le procureur de la République a plutôt tourné court. Le président Gbagbo, lui, a également reçu la visite de ses avocats la veille, donc jeudi dernier, il y a 8 jours également. Voilà. Et la Première Dame, d'après le rapport que m'en a fait l'un des avocats, Maître Abiba Touré, se porte bien, elle est combative et très déterminée. Donc le combat que nous menons, que vous menez avec nous, les actions posées par les uns et les autres visent à obtenir la libération de toutes ces personnalités injustement incarcérées par Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. Donc madame, rassurez-vous, tout le monde est concerné par ce que nous faisons. Merci. À l'attention de nos amis, je voulais dire, honorable, c'est pour les députés. Je ne suis pas encore député. Alain Toussaint, ça suffit. Voilà. Merci. Mon temps chaud. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'État ivoirien? Ils n'ont jamais donné l'ordre aux jeunes patriotes de faire l'assaut final sur l'hôtel du Golfe. Pourquoi ils n'ont pas fait cet acte-là? L'assaut final, c'était fini. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est ma question. Elle me tourmente. Ça n'a jamais été fait. L'assaut final, où ils étaient. Vraiment. À notre tour, c'est ce qu'ils nous ont bombardé où on était. À quelle minute? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous demande, je ne sais pas si vous étiez là. C'est mon problème. Bon. Bon, je ne suis pas embarrassé par votre question, hein. Tout simplement parce que je ne suis pas militaire et aucunement dans la chaîne de commandement militaire. Mais de l'extérieur, lorsque je fais une analyse, je déduis simplement que le rapport des forces n'a pas permis d'attaquer le Golfe. Et je pense qu'objectivement, au risque d'un carnage qui aurait pu déchaîner des violences d'un tout autre niveau, nous ne pouvions pas raisonnablement attaquer l'hôtel du Golfe. Je crois qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Vous aviez à l'hôtel du Golfe environ 3000 soldats rebelles. Pour moi, ça ne compte pas, parce qu'ils n'ont jamais été en mesure de combattre. Mais vous aviez là environ 800 soldats de l'ONUCI, des chars, des soldats français, et puis également des moyens aériens. Voilà, je pense que le président Gbagbo a mené la résistance comme il devait le faire, en analysant nos forces et nos faiblesses. On ne fait pas la guerre à tous les prix et à tous les coups. Il fallait peser le pour et le contre, et le rapport de force, de mon avis, n'était pas forcément favorable à une action militaire ciblée sur l'hôtel du Golfe. C'est tout ce que je peux dire. Merci. J'ai eu l'occasion de connaître M. Touba à travers les médias, surtout aux heures chaudes de la crise, également M. Alain Toussaint. Alors, avant de commencer ma série de questions, je voudrais savoir qui est M. Alain Toussaint. Je voudrais que vous vous présentez l'homme. Quand vous dites de présenter Alain Toussaint, vous voulez peut-être dire à quel titre ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Ok. Moi, je m'appelle Yeplé Émile Lessida. Voilà. Ça, c'est mon nom. Lui, c'est Alain Toussaint. Alors, on a connu à travers les médias, nous autres qui sommes dehors. Bon. Donc, on nous a présenté comme étant un Antillais, un Guadeloupéen. Bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon. Il veut son nom du village. Bon, d'accord, c'est ça. Je crois que... Bon, je vais faire court. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence.
à l'heure, dans son exposé, il parlait de colonisation. Et vous savez, quelquefois, la colonisation a frappé jusque dans nos familles. Alors, celui qu'on appelle Alain, embêté, c'est Alain. Donc, Alain est son nom de famille et Toussaint son prénom. Donc, il est de Gagnois, il a grandi à Babré. Pour ceux qui ont fait Babré, sa maison était en face de l'école primaire 2. Donc, il est de Gagnois. Et de son vrai nom, c'est Alain. Ça va? Merci. Bon. Je vais rectifier. De mon vrai nom, c'est Alain Toussaint. Parce qu'à l'état civil, les 23 enfants de mon père sont connus sous ce nom. Mon arrière-grand-père s'appelait Alain, et puis le colonisateur l'a transformé en Alain. Voilà, mon grand-père s'appelle Alain, mon père également, et nous autres. Mais je veux dire que ce n'est pas ça le plus important. On dit que quand il y a, je ne suis pas trop doué dans les proverbes africains, mais je vais en sortir un. Quand la maison brûle, on regarde rarement la couleur de l'eau qu'on utilise pour éteindre l'incendie. Voilà, je pense que pour moi, ce n'est pas une question importante. Mais dans le même temps, ça permet de mettre fin aux gesticulations de certains petits journalistes ou de petits mauvais esprits de l'opposition. Voilà, qui pensaient qu'ils avaient trouvé leur petit Alassane Ouattara aussi. Donc, en train de chercher qui est ce monsieur, etc. Moi, je suis ivoirien et je suis fier de l'être. Mais j'ai la chance, dans une période où la Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes ethniques, tribaux et autres, de porter un nom qui me donne une certaine neutralité. Voilà. Et donc, c'est aussi bien pour que le message puisse passer. Parce qu'on dira, oui, c'est parce qu'il est bêté qu'il défend Gbagbo. Ben non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai regagné l'équipe du président Gbagbo il y a une dizaine d'années, quand il m'a sollicité, parce que j'aimais bien ses idées. Je l'avais déjà rencontré en France à plusieurs reprises, dans le cadre de mon travail. Et j'aimais bien son parcours et l'engagement qu'il avait pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Donc c'est ça le plus important. Si vous parlez avec Nicolas Sarkozy, bon, c'est le mauvais exemple, on sait d'où il vient lui. Mais si vous parlez avec François Hollande ou avec Jacques Chirac, on ne demandera jamais à Jacques Chirac ou à Hollande d'où il vient, parce que pour moi ce sont des questions vraiment secondaires. Voilà. Mais bon, si ça peut permettre à certains de rallier la troupe, c'est pas mal non plus. Voilà, merci. Présente, je suis une oui. Avant le 11 avril. Avant le 11 avril dernier, quel était exactement votre rôle du président Laurent Gbagbo? Répétez. Et la deuxième question. La première question à la fin. Ok, allez-y. Non, allez-y, la deuxième, allez-y. Reprenez la première. Mais, pour ce que je savais à l'époque, vous aviez été nommé au cabinet de la communication du président Laurent Gbagbo. Si mes souvenirs sont bons, à cette époque, j'étais encore à Paris. Et je vous ai suivi tout à l'heure dans votre allocution. Vous disiez que la vérité s'est dirigée en mensonge, parlant des rebelles qui avaient tellement communiqué, qui ont fait passer Gbagbo pour le diable. Si donc vous étiez le chargé de la communication du président Laurent Gbagbo, quel a été votre travail tout ce temps? Je vous entends communiquer beaucoup aujourd'hui, alors qu'il est emprisonné, alors que vous auriez dû le faire beaucoup plus tôt. Je vous remercie. S'il vous plaît. Voilà, donc je vous remercie madame pour vos questions. Vous parlez d'un sujet qui, lorsque j'y pense, m'attriste. J'ai été nommé le 9 août 2001 par le président Gbagbo comme conseiller chargé de sa communication pour l'Europe, avec résidence en Europe, pour travailler en direction des centres de décision en Europe. Nous avons bien travaillé, mes collaborateurs et moi,
jusqu'au déclenchement de la rébellion en septembre 2002. Et nous avons encore redoublé d'efforts jusqu'en 2003-2004. Et lorsque l'éclaircie est apparue, on a estimé que je ne devais plus assumer cette fonction. J'ai été porte-parole également jusqu'en 2005. Le ministre Agro a pris la relève et on m'a demandé de prendre en charge la communication de la première dame, ce que j'ai fait jusqu'en décembre 2007, je crois. Et dès 2008, je suis retourné au cabinet du président pour m'occuper un peu d'affaires européennes. Donc, moi, je vous dis, je suis dans une démarche cohérente. Le bilan de Gbagbo, là, c'est mon affaire. Voilà, c'est pour cela que je peux aller ici et là pour défendre son bilan, pour défendre sa politique et pour combattre le néocolonialisme français. Ceux qui sont investis, ou bien qui étaient investis comme porte-parole, comme chargés de la communication, sont à Abidjan ou ailleurs. Mais après la crise post-électorale, moi j'ai pris mes responsabilités à la demande du président, enfin j'allais dire avec l'accord du président, qui m'a mis en mission depuis décembre 2010, spécifiquement dans le cadre de la crise post-électorale, parce que bon, il y avait des difficultés, semble-t-il, ici et là pour certains de mes amis. Mais ça, ce sont les affaires de palais, et moi je n'ai pas l'intention de m'étendre là-dessus ici, mais c'est toujours ainsi. En période de vaches grasses, il y en a qui sont mis sur le bord de la route, et puis lorsque les temps deviennent difficiles, ce sont les mêmes qui viennent éteindre le feu. Et mon ami Théophile Kouamouo, qui lui-même également a connu le même sort, puisqu'il était journaliste pour le journal Le Monde, un vrai patriote africain qui nous a toujours aidés, a été également sérieusement combattu. Et l'autre fois, il me disait à Paris, on n'échappe pas à sa destinée. Parce que finalement, tous ceux qui étaient en mesure de faciliter les choses n'ont pas eu la possibilité de le faire, et c'est lorsque les choses devenaient extrêmement compliquées que nous avons dû prendre nos responsabilités. Moi, le président m'a toujours donné sa confiance et je lui ai montré que je savais faire mon travail. Voilà. Mais je ne suis pas dans les intrigues de palais et autres, les coups tordus. Et je sais qu'en 2003, l'une des raisons pour me mettre à l'écart était que le gouvernement français a demandé que je sois mis à l'écart, puisque M. Chirac ne supportait pas que je sois porte-parole du président, et effectivement ça l'irritait chaque fois qu'il me voyait à la télévision, et donc finalement, pour sa santé, le président Gbagbo avait accepté de me mettre de côté. Voilà. Mais avec la crise de 2004, là aussi j'ai dû refaire un peu le travail. Donc c'est un peu comme les masques, on les sort au moment des grandes occasions. Quand c'est un peu compliqué, bon, on vient, on fait, bon, là maintenant, c'est gâté, on fait comment? Voilà, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai des collègues qui avaient en charge tel ou tel dossier qui m'appellent, ah, moi je ne peux pas parler, toi comme tu peux parler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc nous sommes au service de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un sujet qui me peine, parce que nous avons perdu du temps. Beaucoup de temps. Nous aurions pu faire un meilleur travail et obtenir de meilleurs résultats si les femmes et les hommes à qui le président avait placé sa confiance n'avaient pas été torpillés par des petits groupuscules qui, eux, n'étaient visiblement pas intéressés par la Côte d'Ivoire et par le président Gbagbo. Donc, voilà. Donc, oui, Topla. Donc mon rôle aux côtés du président, bon, c'est ça, un conseiller, il conseille. Moi j'étais chargé de la com et puis ensuite des relations avec l'Europe. Bon, c'est un peu ça, c'est de la diplomatie. Il y a Sénégalais d'origine, mais ami très proche de la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de raisons. Et je connais très bien le combat du président Laurent Gbagbo. Depuis avant le parti, depuis très longtemps. J'ai suivi aussi de très près les interventions du frère Toussaint à travers les médias bien avant cette date du 11. Et je profite de l'occasion pour
le féliciter, le remercier pour quand même les actions qu'il a menées, parce que cette guerre en ce moment-là, c'était une guerre médiatique et je ne dirais pas qu'il était le seul, mais il était parmi les rares personnes qui ont mené ce combat médiatique dans tous les médias des chaînes françaises qui étaient très partial, et il a tenu, et c'est avec plaisir que je regardais ce débat où il se débattait contre 3 personnes et il avait toujours le dessus. Il se débattait contre l'opposition, il avait toujours le dessus. Donc vraiment je demande qu'on l'acclame. De là, je profite de l'occasion pour demander à tous ses frères, parce que j'ai l'impression qu'il se passe en ce moment une petite diversion de la part de certaines personnes. Bon, on est en démocratie, l'audience est ouverte, mais que ce soit fait exprès ou pas exprès, c'est en train de mener une diversion plutôt, une déviation de l'essentiel en ce moment. Cette plateforme, elle n'est pas faite pour juger le frère Toussaint ni le président Gbagbo. C'est pour trouver des solutions communes à tous les Ivoiriens qui sont communs, que ce soit l'opposition ou que ce soit pour Gbagbo ou pas. Donc je demande qu'on centre le débat, qu'on arrête de poser des questions au frère Toussaint pour lui permettre de répondre à quelles sont les solutions à nos problèmes. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes sans saisie et je crois qu'on sortira d'ici avec quelque chose de positif. Ça, c'est ce que je demande à tous les frères. Donc, je voudrais maintenant, pour entrer dans le vif, par rapport au président Gbagbo, avant de poser une question, je voudrais vraiment qu'on ne l'oublie pas là où il est, parce que s'il est là où il est, c'est parce que si on suit bien qui est le président Gbagbo, à l'âge de 24 ans déjà, il a commencé à se battre pour les Ivoiriens, qu'il y ait la liberté d'expression. Il a fait 3 ans la prison pour justement se battre pour les Ivoiriens. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut respecter. Bon, si Laurent Gbagbo, s'il est resté au pouvoir, certains disent que ouais, bon, il va être président, il faut qu'il lâche le pouvoir. C'était pas une question de pouvoir, c'est pas une question d'être président, c'était une question de marquer un point, c'était une question, c'était la seule façon de faire voir aux Français, au reste du monde qu'il y a des excès, qu'il y a eu la France, le néocolonialisme qui sont en train de poser des actes pour l'enlever, pour mieux s'implanter, mieux s'arranger. Il fallait qu'il le fasse justement pour marquer ce point. Et vraiment, il faut lui retourner où Ivoirien, et je dirais même à tous les Africains, parce qu'après la Côte d'Ivoire, ça va être le Sénégal, ça va être le Gabon, ça va être tous les pays. Donc il faut qu'on le supporte. Ivoirien, Africain, et vraiment, ma question c'est, je ne la poserai même pas directement à Alain Toussaint, le frère Alain Toussaint, parce qu'il est là comme citoyen. Je la pose à tous les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation-là, pour sortir le président Gbagbo de là où il est? Parce que c'est le leader d'une opposition, c'est le leader d'une doctrine, et tant qu'il est dans les murs, bon, si le leader est entre les murs, c'est comme les films de Cowboy indien, on a vu, hein. Si le Manitou, c'est pas le chef indien, il est déçu, l'armée est déçue. Donc pensez à votre leader, pensez à votre doctrine, pensez à vous unir pour aider la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Silence, s'il vous plaît. J'ai 2 niveaux d'intervention, mais la première, c'est votre présence pour éclairer mon esprit sur certains points de la politique de M. Gbagbo. 1. Dès le début de la situation en Côte d'Ivoire, politiquement parlant, on a dit que Henri Konan Bélier, il a eu des problèmes avec Alassane, on dit qu'il n'est plus question que ces messieurs, ils ont se présente. Si je me rappelle très bien. Il n'est pas, oui, ok. Alors, donc, Gbagbo a dit aussi en son temps qu'on a voté les lois contre lui. Ça fait un aspect. De 2, il est devenu président, je vais parler de M. Gbagbo, et il prend une décision
dite décision pour le pouvoir du président de pouvoir accorder à M. Alassane de se présenter. Et pour terminer, parce que je voudrais, j'ai au moins 10 niveaux de 10 points, mais je vais m'arrêter sur 3 points. Alors, il a fait quoi? Il accepte encore que Alassane soit candidat. Mais qui a pris le fusil pour le mettre sur sa nuque ou bien sur son dos pour dire allons-y aux élections sans désarmement? Sans désarmement. C'est là où je ne comprends pas. Pourquoi on est parti aux élections sans désarmement? Silence, s'il vous plaît. Et pour terminer, mon deuxième point d'intervention, c'est les solutions. Donc, en tant qu'artiste, professeur des arts et de la culture, de la logique, je suis venu avec mon tableau que je vais essayer de faire la démonstration devant vous et le public en présence. Merci. Bon, je pense que notre ami a déjà fait la mise au point. Voilà, avec tout le respect que je vous dois, je ne souhaite pas venir parler ici de cet aspect en particulier, parce que c'est un vieux débat. Et je pense qu'on risque de perdre du temps hein, dans ces querelles ivoiro-ivoiriennes, mais ce sont les accords de paix qui l'ont demandé, et le président Gbagbo a tenu cet engagement. Il a tenu cet engagement de faire en sorte que tous les signataires de Marcoussis ou leurs représentants puissent être candidats à l'élection présidentielle. Bon. Ça a été fait. Maintenant, sur le désarmement, la rébellion n'a pas tenu ses engagements. C'est vraiment ce que je peux faire, mais bon, ce débat, on peut l'avoir autre part. Maintenant, vous me parlez de solutions que vous avez. Je suis curieux de savoir, est-ce que je peux voir votre solution à la crise? Merci. Tu peux avoir le micro? Oui. Je n'ai pas de problème avec le fait. Ah d'accord. Je vais tenir le micro. Voilà. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Moi c'est Léo Tapé. Ma question va revenir un peu à derrière. On dit des solutions. Voilà. Tu ne peux pas soigner une plaie sans la désinfecter. Merci. Tu as compris? Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des êtres. On a besoin de notre vie. Tu as compris? Voilà. Le chewing-gum là. Ma question est, pourquoi, excuse-moi, c'est pas, pourquoi monsieur Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est allé chercher Alassane, qui était à l'exil, pour le ramener. Ça fait un. Et de deux, pourquoi quand il y avait la guerre, il a demandé aux militaires de ne pas replier sur les Français qui étaient en train de tirer à balles réelles sur les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas répliqué. Il leur a dit de ne pas répliquer. Pourquoi? Ça fait de deux. Tout à l'heure, notre frère du Sénégal nous a rappelé à l'ordre, il a bien fait. Il faut que nous partions d'ici avec quelques ébauches de solutions. Mais nous n'allons pas perpétuellement ressasser la rumeur. Vous savez, actuellement il y a du chômage en Côte d'Ivoire, mais il y a une usine qui fonctionne 24 heures sur 24, c'est l'usine à rumeur. Je ne sais pas où est-ce que vous avez appris que le président Gbagbo aurait demandé à l'armée ivoirienne de ne pas s'attaquer aux Français. Parce que j'ai mes frères qui sont dedans.
Oui, frère. Si vous êtes encore habillé, non, s'il vous plaît. Puis déjà, vous vous asseyez comme tout le monde et puis vous arrêtez de marcher votre chemin comme il faut qu'on se respecte un peu, mon ami. Franchement. Si vous êtes dans l'armée, vous savez très bien que les soldats obéissent à une hiérarchie qui reçoit des ordres. Moi, je sais que vos chefs militaires n'ont jamais eu le courage de vous donner des ordres pour aller libérer Abobo. Et c'est maintenant que nous le comprenons, parce qu'ils étaient eux-mêmes dans la rébellion. Mais ça, ce n'est pas la faute de Gbagbo. Gbagbo, lui, n'a pas fait allégeance à Ouattara, si vous ne le savez pas. Donc, si vos généraux, vos patrons-là n'ont pas fait leur boulot, ne venez pas dire ici que c'est Gbagbo. Excusez-moi de dire Gbagbo, c'est pour faire court, a dit de ne pas tirer sur l'armée. Ce sont vos chefs eux-mêmes qui ont refusé de mener le combat. À Abobo, je pense que nous avions un camp commando, je crois, et ils étaient informés de la situation sécuritaire là-bas. Ils n'ont jamais fait le travail pour libérer le quartier. À Koumassi également, il y avait des violences, alors même qu'il y a un camp commando. Les jeunes soldats attendaient l'ordre de leur hiérarchie et cet ordre n'est jamais arrivé. Ce n'est pas la faute du président Gbagbo. Est-ce que vous saviez par exemple qu'un soir, le président a tenu une réunion avec, avec l'armée et que des décisions ont été prises? C'était au mois de janvier et quelques minutes après, au moment où ce qui était ordonné était en cours d'exécution, nos soldats ont été tués à Abobo notamment parce que parmi vos patrons, il y en avait qui travaillaient pour Ouattara et la rébellion. Donc il faut arrêter. C'est là. On peut accuser le président Gbagbo de tout, sauf d'avoir trahi la Côte d'Ivoire et d'avoir été irresponsable. Voilà. Si des chefs militaires ne sont pas capables de faire leur travail sans en référer en permanence au chef de l'État, alors ils n'ont pas à être des chefs. Ils ont été nommés pour faire le travail, ils ont refusé de le faire parce que justement, ils avaient déjà trahi la Côte d'Ivoire. Maintenant sur l'exil, moi je ne vois pas où est le problème. On ne peut pas condamner un ressortissant d'un pays à demeurer éternellement en exil. M. Bédié a été contraint à l'exil après le coup d'État. Au moment où le président a organisé le forum pour la réconciliation nationale, il a demandé que les anciens chefs d'État et premiers ministres, l'ancien premier ministre, retournent au pays. Ça ne change rien. C'est parce que nous avions en face de nous une rébellion criminelle et assassine, enfin une opposition criminelle et sanguinaire, que nous avons eu la guerre. Dans un pays normal, dans un état de droit, quand on est opposant, on concourt au suffrage universel, on va aux élections, on n'a pas recours aux armes. Or, M. Ouattara et M. Bédié ont financé et organisé avec leurs parrains français la rébellion de septembre 2002. Ce n'est pas la faute du président Gbagbo si les opposants ont mauvais cœur. Ils étaient en exil, ils avaient eu peur du général Gueye. Le président Gbagbo a facilité leur retour et leur installation en Côte d'Ivoire. Il a même fait voter une loi pour que les anciens premiers ministres et les anciens présidents puissent avoir des statuts particuliers. Alors, c'est ça l'état de droit que nous étions en train de construire. Donc vous ne pouvez pas faire le reproche au président Gbagbo de créer les instruments qui permettent à un État d'être une vraie démocratie. Aux États-Unis, ici, vous avez des anciens présidents qui font des conférences dans les universités, qui voyagent, qui font du lobbying. Ils ne sont pas assassinés, ils ne sont pas pourchassés. Et c'est l'idée qu'avait le président Gbagbo en permettant à M. Ouattara et à M. Bédié de revenir en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on ne peut pas, sur ces faits-là, porter un quelconque jugement sur la politique du président Gbagbo et même en relation avec les événements actuels. Merci. Voilà, question suivante. On a déjà vu, c'est bon, c'est bon. J'aimerais vous remercier. Vraiment, je vous dis beaucoup merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout ce temps que vous avez pris, tant que vous avez pu faire tout ce tour jusqu'à arriver. Moi, je suis de New York. Ma question aujourd'hui est que nous, les gens de l'Ouest, dans l'Ouest, nous avons été beaucoup frappés et on continue d'être frappés
est-ce que, puisqu'on a fait le plan A qui a échoué, je ne viens pas là-dessus, mais le plan B, si un plan B qui est vraiment déjà prêt pour qu'on puisse sauver nos parents de l'Ouest, ils sont toujours dans cette guerre-là. Parce que les gens disent qu'ils font la réconciliation, mais moi je vois sur les news, sur mon Facebook, des choses qui me parviennent qui ne sont pas vraiment normaux. Ce qui m'affecte le peuple, ouais. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que le plan B est vraiment proche pour que nos parents puissent sortir de cette crise-là? Et que notre président aussi, M. Gbagbo, puisse sortir, puis sa famille, qui sont au pays. Et nos parents aussi de Yopougon, du côté de Yopougon à Abidjan. Parce qu'ils se disent qu'à Yopougon est touché, parce que là-bas encore, c'est pour les gens de l'Ouest. Voilà pourquoi nos frères sont touchés aujourd'hui. Ils sont en train de mourir. Est-ce que vraiment le plan B, il est vraiment prêt pour nous libérer? Merci. Qui souffre de cette guerre depuis septembre 2002 et en avril dernier. Et en avril dernier, on a vu également comment les rebelles de Ouattara se sont déchaînés contre ces populations. Bon, vous évoquez un plan B. Je ne sais pas, vous avez des informations peut-être plus précises que moi. Ok. Avant de donner de plus en plus d'informations. Non, monsieur, attendez, on n'a pas fini. Je suis en train de répondre aux questions. Ah, ok. Vous avez... S'il y a un plan B, ça ne peut qu'être celui de la libération de la Côte d'Ivoire et qui met fin aux souffrances dans l'ouest du pays. Moi, je voudrais aussi ici dire à nos amis qu'on ne peut pas forcément répondre à une rébellion par une rébellion. Tout à l'heure, nous avons parlé de solutions. Nous devons faire preuve à la fois de pragmatisme et d'imagination. Il faut voir comment nous ramenions la Côte d'Ivoire sur la voie démocratique. Dans mon propos, tout à l'heure, j'ai parlé de la dictature de Ouattara, de la tyrannie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité telle qu'elle est en Côte d'Ivoire. Donc, face à la dictature, face à la tyrannie, il faut que nous trouvions une solution. Il n'est pas normal que l'ouest du pays, depuis une dizaine d'années, soit systématiquement agressé par les rebelles. Et Dieu coué, près de 1500, voire 2000 morts, des innocents qui ont été massacrés. Donc tous ces événements nous interpellent. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour trouver une solution à la situation de Dieu coué. Mais je pense que la violence ne doit pas forcément avoir pour réponse la violence. Moi je dis sincèrement, autrement je serais irresponsable si je venais devant vous ici pour dire on prend les armes, demain on va faire un coup tordu, etc. Moi je ne suis pas militaire, donc je ne peux pas en parler. Mais j'entends plein de choses comme ça. Donc chacun fait son travail. Moi je fais un travail de plaidoyer, d'explication. Je ne suis pas un militaire, mais je suis informé de beaucoup de choses qui se préparent. Voilà. Donc peut-être que le plan B, c'est celui de mes amis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais déjà, ce que nous pouvons faire, c'est de nous signaler chaque fois les événements qui ont lieu pour que nous puissions lancer des alertes, des interpellations par rapport à ces événements. Pendant longtemps, la presse n'a pas accepté ou a refusé de parler de ces événements-là dans l'Ouest. Mais depuis quelques semaines, beaucoup d'articles paraissent, des reportages même à la télévision qui rapportent quand même les événements douloureux de l'Ouest du pays. Donc, je crois que c'est une solution globale qu'il faut trouver pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour l'Ouest, mais pour l'ensemble du pays. Parce qu'aujourd'hui, même vivre à Abidjan n'est plus une garantie. Vous pouvez à tout moment être fauché à une balle, tué par les rebelles, etc., etc. Donc la situation du point de vue de la sécurité est extrêmement précaire
Et cela appelle plutôt une solution globale. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, c'est bon. Question sur OK. Avant de passer. Ah oui. Salut. Je vous félicite pour toute l'énergie que vous mettez dans la bataille pour notre pays. Merci. Et que le Seigneur vous donne beaucoup de force et d'énergie pour continuer la lutte. Ok. Ma question, c'est que le FPI a refusé de rentrer dans le gouvernement de coalition pour être beaucoup fort, je pense, dans l'opposition. Et c'est bientôt les législatives. Étant donné que tous nos partisans, sinon les grands, sont enfermés ou bien en fuite, est-ce que vous pensez qu'on aura, sinon le FPI, aura la chance d'avoir des candidats pour les législatives? Aussi, tout à l'heure vous avez parlé de Blé Goudé qui est vivant. Je vous remercie. Nous sommes tous contents. Mais mon inquiétude, c'est que je ne pense pas et que c'est le moment pour lui de parler. J'aurais souhaité qu'il reste à l'ombre parce qu'il est exposé et c'est l'un des piliers de la lutte. Donc, ça c'est aussi une inquiétude pour moi. Okay. Et aussi, j'ai constaté que le Nord est toujours sous occupation. Donc, je constate que Ouattara ne maîtrise toujours pas la situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. Je suis ivoirienne. Merci. Je vous remercie. Koulibaly, je sais que M. Koulibaly a fait quelques déclarations antérieures et ces dernières déclarations tendent plutôt à réajuster les choses. Nous ne pensons pas que le FPI puisse faire un deal sur le dos du président Gbagbo. Une entrée du FPI dans un gouvernement de M. Ouattara qui a opéré un coup d'État militaire, ce ne serait pas concevable. Alors nos amis du FPI à Abidjan, malgré les menaces, malgré les intimidations, sont en train de trouver le bon tempo. Il y a eu beaucoup de cacophonie et aujourd'hui, il semble qu'ils s'accordent sur une position commune. Nous allons bientôt en Afrique et nous aurons certainement l'occasion d'évoquer ces questions avec eux. Mais la décision qui consiste à dire tant que le président Gbagbo n'est pas libéré, nous ne rentrons pas dans un gouvernement de coup d'État. Tout ça me disait tout à l'heure, la première dame qui est députée et qui bénéficie de son immunité parlementaire et qui est vice-président du FPI est toujours en détention. Alors, une entrée dans un gouvernement dans ces conditions-là ne serait pas envisageable. Et je crois que nos amis sont en train de revenir sur le droit chemin. Okay. Bien, merci. Blé Goudé, bon, on ne peut pas, devant la multiplication des rumeurs, rester ou s'enfermer dans un mutisme. Voilà, au moins la déclaration publique de Charles Blé Goudé règle un premier problème de communication. Et je pense que depuis qu'il a commencé à parler, plus personne n'écrit qu'il serait mort. Ce qui nous permet, nous, de travailler sur autre chose. Voilà. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, après sa lettre. Bon, il est quelque part dans un pays du monde. Merci. Merci. Voilà. Donc, je pense qu'il a bien fait de parler. Et puis, effectivement, comme nous sommes en Amérique,
je pense qu'il pourrait garder ses prochaines interviews pour un grand journal, cela pourrait lui rapporter un peu d'argent. Voilà. Donc effectivement, il faut qu'il soit un peu silencieux. Le Nord est sous contrôle. Oui, mais c'est cela le chantage de M. Ouattara. Désormais, plus personne ne parle de la rébellion, puisque c'est lui la rébellion. C'est lui le chef de la rébellion. Donc depuis qu'il a fait son coup d'État, personne ne se préoccupe du désarmement des rebelles. On nous dit même que les rebelles qui sont dans les commissariats vont bientôt recevoir une formation pour être plus professionnels. Je pense qu'il faudra plusieurs années de formation pour ceux-là. Donc, c'est cela le problème de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, M. Ouattara fait face à deux problèmes majeurs. Le premier problème, il est d'ordre politique. Il s'évertue à ne pas le considérer comme étant important. Et c'est ce dont Topla a parlé tout à l'heure. Le premier problème d'ordre politique, il y a un contentieux post-électoral. Il a fait un coup d'État. On ne le reconnaît pas comme étant un président légitime. Il est tout au plus reconnu par la communauté internationale qui lui apporte toute sa protection. Donc ce contentieux politique, il faut qu'il soit vidé. Il faut qu'il discute avec le président Gbagbo, avec le Front populaire ivoirien et avec ceux qui sont désormais ce que j'appelle l'opposition démocratique à la tyrannie de M. Ouattara. Or, M. Ouattara, tout conforté par sa victoire militaire, par procuration, puisque c'est la France qui a combattu à sa place, refuse de discuter. Donc c'est un problème qui n'est pas résolu. Deuxième problème qui rejoint la question des rebelles du Nord et du contrôle du Nord et de l'unification ou de la réunification du pays, c'est la question militaire. Aujourd'hui, nous avons 5 forces en présence. L'armée ivoirienne, qui n'a pas été dissoute dans le coup d'État de M. Ouattara, ou dissoute par le coup d'État de M. Ouattara, qui est dans les casernes. Nos militaires sont dans les casernes. Ils refusent de coopérer avec M. Ouattara. Et lorsque certains vont sur le théâtre des opérations, ils sont obligés de déposer leurs armes, de donner leurs armes aux rebelles de M. Ouattara, pour pouvoir, par exemple, être à des contrôles de police ou de gendarmerie, etc. Donc c'est une situation un peu complexe. Deuxième force, les forces rebelles de Côte d'Ivoire, FRC, de M. Ouattara. Et troisième force, il y a une force un peu composée de plusieurs individus, les reclus de justice, ceux qui étaient en prison à Yopougon ou dans d'autres prisons de Côte d'Ivoire, ou même de pays de la sous-région, puisque M. Ouattara est allé recruter au Mali, en Guinée, au Burkina, des prisonniers qui sont venus, à qui on a promis à la fois la liberté et un petit pactole, voire même un petit lopin de terre en Côte d'Ivoire à la fin de la guerre. Donc il y a ceux-là qui sont là. Ce sont généralement les soldats que l'on voit dans les films ou sur les photos en chaussures, en attendant là, vous voyez, donc en attendant qu'ils soient intégrés. Donc ceux-là, bon, troisième force. Quatrième force en présence, la licorne française, qui est une armée d'occupation, des types nazis, une armée fasciste, qui a massacré les Ivoiriens, qui continue encore de massacrer les populations. Cinquième force, c'est la force onusienne, qui ne sert à rien. Ce sont un peu des touristes, de temps en temps ils font le coup de feu, quand la France a envie de régler des comptes avec les Ivoiriens. Donc il faut que d'une manière ou d'une autre, cette situation soit réglée. Dans un pays, on ne peut pas avoir 5 forces qui sont chargées de choses aussi différentes les unes que les autres. Et nous, dans ces forces-là, bien entendu, nous considérons que l'armée de Côte d'Ivoire, c'est la première force que j'ai citée. Les autres, ce sont les rebelles qu'il fallait désarmer et que la France et la communauté internationale ont refusé de désarmer. Donc aujourd'hui, c'est une situation extrêmement difficile qui aggrave encore le climat d'insécurité en Côte d'Ivoire. Donc voilà, il faudra que dans le cadre des discussions, des solutions soient trouvées.
M. Ouattara, lui, a trouvé la solution puisqu'il a demandé à la France de réorganiser l'armée ivoirienne. Il s'est même attaché les services d'un officier français pour être son chef d'état-major, bis. Donc aujourd'hui, on revient en colonie. Et il a demandé également à la France de maintenir ses troupes sur le territoire ivoirien. J'ai reçu des photos hier, je crois, ou avant-hier, des photos dans un village de Ébrié, de patrouilleurs, de militaires français en train de patrouiller dans le village. Ah oui, je ne sais pas s'ils recherchaient un individu. Dans tous les cas, ils étaient partout dans le village et je ne sais pas comment ces photos ont pu être prises, mais c'est la preuve que nous sommes face à une armée d'invasion, une armée d'occupation. Et aujourd'hui, c'est l'armée française qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Donc, c'est M. Ouattara qui peut nous apporter les réponses à ces questions-là. Est-ce que ces rebelles vont désarmer ou alors il considère que la question du désarmement ne se pose plus dès lors qu'il a pris le pouvoir par les armes et que ces soldats sont considérés comme étant des soldats de la République. Voilà. Autre question? Roland Dumas de Marcel Sicardi. Et ça, c'était juste après que le président a été fait président, enfin je veux dire investi par le Conseil constitutionnel. Alors, à l'époque, j'ai cru entendre que ces avocats intentaient une action. Je n'étais pas sûr devant quelle juridiction, contre l'ONU, contre le président du Conseil responsable des élections en Côte d'Ivoire. La commission électorale. Voilà, la CIE. Non, non. Ça fait 21 ans que je suis parti là-bas. Alors, en fait, la question que je vais vous poser, M. Toussaint, c'est de savoir, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une action qui avait été inventée, ou bien si c'était seulement du peuple de la part de ces avocats-là. C'est vrai qu'elle n'est pas d'actualité, mais franchement, ça me reporte un peu. Bon, ça me préoccupe peut-être de façon professionnelle parce qu'on partage la même profession. Mais je pensais que c'était ces messieurs-là qui auraient pu apporter une solution un peu à la crise que traversait la Côte d'Ivoire. Et quand vous étiez sur les écrans avec eux, ça c'est la première question. Donnez-moi un peu le statut, je veux dire, de cette action-là, si vraiment il y avait une action qui avait été menée. La deuxième, franchement, je me joindrai à vous partout où vous êtes en France. Je ne sais pas dans le monde entier. Si vous avez, je sais, vous avez dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne va plus prendre des armes, on ne va pas faire, je veux dire, s'asseoir en train de faire des procès, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour aider la Côte d'Ivoire, pour connaître tous les problèmes que traverse la Côte d'Ivoire. Alors moi, ce que je veux dire, de par votre position, puisque vous êtes déjà homme de communication, on vous voit sur les écrans, et puis assez connu quand même en France et puis peut-être dans toute l'Europe. Est-ce qu'il y a des organismes assez sérieux avec lesquels vous discutez? Je vais vous parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, si oui, lesquels? Et puis nous autres, on aimerait bien se joindre à vous parce qu'on essaie de faire un travail ici dans le monde, ici aux États-Unis, et vous dire au moins ce qu'on fait, et puis parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, on n'a pas les armes, c'est seulement de mettre... c'est seulement de mettre à vue toutes les agressions en Côte d'Ivoire, je veux dire, tout ce qu'il y a de mauvais, que ce soit la pensée unique vers laquelle la Côte d'Ivoire est en train d'aller, c'est peut-être ça la chose qui m'appelle la lumière des gens, je porte ça à la lumière des gens. Quand je lis le reste du monde entier, de toute façon, à ce que quelque chose soit fait. Je crois que je vais... Au lendemain du 11 avril 2011, en accord avec la famille du président, j'ai mis sur pied un collectif d'avocats composé d'avocats. Excusez-moi. Les avocats, l'action des avocats de laquelle je parlais, c'est juste après que le président ait été fait président. Vous comprenez, ils étaient venus à Abidjan, je sais que je vous ai vu sur les écrans, je ne parle pas de l'arrestation. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, effectivement, au moment du contentieux post-électoral
beaucoup d'actions ont été engagées par des avocats, mais j'avoue que je n'ai pas connaissance des résultats de ces actions-là, et je le regrette d'ailleurs. Mais je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet des avocats qui ont engagé des actions, mais je n'ai pas vu les résultats. Voilà. Sur votre volonté de vous joindre à nous, tout à l'heure je vais donner la parole à M. Topla, mais je dirais que partout où nous passons, nous rencontrons des personnes quand même assez intéressantes. Et l'autre fois, nous étions au Congrès américain. Et avant, nous avons rencontré d'autres personnalités américaines, en Europe également, en France, nous avons des contacts. Mais on ne peut pas mettre tout sur la place publique. Voilà. Oui, vous demandiez aussi ce que vous pourriez faire. Ce que vous pourriez faire est tout à fait simple. Que ce soit en France ou aux États-Unis, 2012 est une année électorale. Et pour les Ivoiriens qui ont la nationalité américaine, ce droit de vote doit être une arme. Je connais de petits malins qui envoient aujourd'hui à la permanence de M. Obama des emails en disant, il envoie beaucoup de courriers de sollicitations et certains lui retournent systématiquement, tant que la chérie n'est pas réglée dans mon pays, tu n'auras pas ma voix. Rien que ça, c'est porteur. En France, nous qui sommes binationaux, nous sommes en train de nous réunir, de nous organiser, de faire une campagne pour que tout le monde s'inscrive sur les listes électorales. Si vous avez des jeunes enfants, 18 ans, 20 ans, que vous pensez que le jour des élections ne seront pas là, prenez une procuration. Il faut qu'en 2012, on vote massivement pour le candidat qu'on aura choisi, celui-là qui est le plus à même de battre Sarkozy dès le premier tour, que Sarkozy n'aille pas au second tour. Imaginez-vous, si tous les soutiens de Sarkozy tombent, le Ouattara sera bien isolé et il aura bien l'air bien malin. DSK est tombé de sa belle mort, on n'en parle plus. C'est pas sûr que chez nous Sarkozy passe, il est mal en point dans les sondages. On a rencontré quelques républicains, on va bientôt engager quelques gros cabinets républicains. Et je crois que la bataille contre Obama, elle ne vient que de commencer. Donc vous autres, Américains d'origine ivoirienne, vous avez un rôle à jouer auprès de vos élus. Je vais vous donner juste un petit topo. Pour ceux qui sont de New Jersey, vous connaissez M. Penn. Vous le connaissez bien? Celui-là, il faut vous en occuper. C'est celui qui nous crée le plus de problèmes. Il dirige le Black Caucus. Et celui-là, il n'est pas du tout de nos amis. Alors, celui-là, il faut aller faire du corps à corps avec lui. Pourquoi nous sommes venus aux États-Unis faire cette tournée aux États-Unis? Parce que nous savons que ce pays est une grande démocratie. Et qui parle de démocratie parle d'opinion. Si nous arrivons à retourner l'opinion, quelque chose peut évoluer. En France, les Français, vis-à-vis de l'Afrique, ont une position dogmatique. Avec nos colonies, on a l'habitude de faire comme ça. Rien ne va changer. Mais dans ce pays qui est une grande démocratie, si nous travaillons, si les binationaux travaillent auprès de leurs élus, quelque chose peut changer. Il a fallu juste le sénateur d'Oklahoma pour imposer à M. Kerry qu'il y ait une audition aux affaires étrangères, à la commission des affaires étrangères. Il suffirait que chacun de vos élus prenne le problème de la Côte d'Ivoire
en compte et quelque chose peut changer. Donc mon frère, voilà déjà ce qu'on peut changer. Maintenant, Côte d'Ivoire Coalition aussi, c'est de créer une synergie entre ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Et nous sommes en train de faire en sorte que plus personne ne soit isolé, mais que cette lutte-là soit unitaire et unifiée. Alors, M. Topla a parlé de Côte d'Ivoire Coalition, qui est enregistrée à Washington, qui est une organisation de droit américain, mais qui a également des représentations en Europe. Hier, en Suisse, s'est tenue l'Assemblée générale de Côte d'Ivoire Coalition, avec nos amis qui sont à Lausanne et qui vont installer l'organisation sur le territoire suisse pour faire un travail de lobbying, d'explication en direction des milieux politiques, économiques et autres, et diplomatiques suisses. En France, c'est la même organisation. Dans chaque région de France, nous mettons sur pied une représentation. Le week-end prochain, après mon voyage à Accra, mardi, je dois aller à Grenoble pour rencontrer des Ivoiriens. Nous allons dans cette région mettre sur pied également Côte d'Ivoire Coalition, comme on le fera dans plusieurs régions. Ce sera le cas également en Afrique et dans d'autres pays d'Europe. Pour les États-Unis, notre idée est que dans chaque État, nous puissions avoir une représentation. Ce qui veut dire que par rapport à une situation donnée, comme par exemple celle de l'ouest du pays, lorsque nous avons des messages et des informations à diffuser à travers le monde entier, nous concevons ces messages en plusieurs langues, français, anglais, allemand, et nous envoyons ces messages à chacune de nos représentations dans le monde. Ce qui vous permet, vous, sur le terrain, d'avoir les outils pour faire le plaidoyer auprès de vos élus, principalement aux élus. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.